Bonjour à tous et bienvenue dans les Chroniques du Commander. On va lancer cette année une série pour le Duel Commander qui sera un peu la base pour tous ceux qui souhaitent jouer en Duel Commander, s'y mettre justement, et qui sera sous la forme de deck tech. On avait eu François Clou qui était venu il y a 2 ans environ nous parler de son deck Karizev, mono rouge du coup, et qui nous avait beaucoup plu, on avait beaucoup appris à ses côtés. Et je me suis dit pourquoi ne pas développer un concept autour du duel et des joueurs justement en leur proposant de venir et pour parler de leur deck favori. Donc tout au long de l'année, et le plus régulièrement possible, vous aurez une deck tech d'un général dit classique, comme par exemple Karizev, qui symbolise très bien le rouge en Duel Commander, et peut-être du coup des fois des généraux un peu plus exotiques. Pour cette vidéo, j'ai proposé à H de venir nous parler de sa deck tech favori. Salut H. Salut tout le monde. Alors est-ce que tu peux te présenter un petit peu tu as commencé quand en Magic? Donc, les gens me connaissent aussi sous le nom de Jules Estienne ou Focus sur Cocatrice. J'ai commencé Magic à 11-12 ans, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, j'en ai 17 et ça fait à peu près 3-4 ans que je fais du Duel Commander en compétitif. J'ai pas vraiment touché à d'autres formats. Donc voilà, c'est un peu mon format de prédilection et je compte le garder encore longtemps. Et du coup pour cette vidéo, tu as voulu venir avec ton deck de cœur, du coup t'es venu avec quoi? Donc je vous présente aujourd'hui mon deck de cœur, mais c'est également le deck que je joue le plus souvent en tournoi, Venser. J'ai commencé avec une version High Tide, à l'époque où c'était encore légal. On est aujourd'hui un truc qui ressemble à la liste que vous avez sous les yeux. On voit effectivement que ça fait un petit moment que tu ponces le deck. On voit aussi que tu la mets régulièrement à jour. Est-ce que du coup tu peux nous parler un petit peu de ton général et de la thématique qui tourne autour de ton deck avec ce général justement? Pour 4 mana, c'est une 2-2 qui a flash et qui a un ETB, donc un effet quand la carte arrive en jeu, qui dit quand Venser arrive sur le champ de bataille, renvoyer le sort ciblé ou le permanent ciblé dans la main de son propriétaire. Donc on peut voir deux grandes utilisations pour cet effet. Soit pour gérer un permanent sur la table. Donc permanent, ça touche également les terrains. C'est-à-dire que c'est créatures, artefacts, enchantements, tout ce que vous voulez. Ça peut être un sort de gestion, mais également dans l'idée de faire un effet counterspell. Si mon adversaire va jouer une carte, j'ai pas besoin d'attendre qu'elle arrive sur le champ de bataille pour la gérer. Donc si mon adversaire joue un Jace de Manusculptor, je peux faire Venser et lui renvoyer un. Les premières choses qu'on peut voir avec ce genre d'effet, c'est que ça confère de la tempo et pas forcément de la value ou même du 1 pour 1 comme avec un anti-bet classique ou un contre classique. On a effectivement une dimension tempo dans ta liste, plus que contrôle qui serait plus propre au jeu bleu justement. Est-ce que tu as une sorte de package bleu auto-inclus dans ce deck? Premièrement, pour un mono bleu classique, on reprend des bases que tout le monde utilise, soit des contres, des boons et de la value. On peut commencer par les contres qui sont sûrement l'un des aspects les plus emblématiques de mono bleu. On a tous les contres à 1 dans lesquels on peut voir Misstep, Force Spike, Spell Snare, avec des contres gratuits pour l'early game. Donc on a Daze, Force of Negation, Force of Will. Puis tous les contres à 2, Counter Spell, Mana Leak, Memory Lapse, Remand, Miscalculation, Tales End. Et on a quelques contres avec plus de faits, plus de possibilités. Charme de l'Archimage, Cryptic Command et Mystic Confluence. L'idée, c'est de très souvent avoir un contre up sur le tour 2, parce que c'est le tour sur lequel l'adversaire va faire ses premiers plays développants. Donc le plus souvent, ça va être essayer de poser une menace ou de faire un petit peu de value, d'essayer de commencer à jouer à Magic. Et c'est bien de pouvoir gérer les premières menaces. Ça fait pas mal de cartes effectivement pour affronter tes adversaires, mais est-ce que tu joues quand même des cartes un petit peu value qui te permettent de produire un peu de CA dans ce deck? Ça se retrouve avec des gros piocheurs. Donc on a Behold de Multiverse, qui est une nouvelle carte de Kaldheim, avec l'aspect Fortel qui est assez bien quand on veut curver de la pioche en early. On a également Féofiction, et on a deux cartes qui sont des tuteurs dont je pourrais parler un petit peu après, mais qui peuvent avoir un aspect value. Donc Intuition et Gift and Given. C'est dans l'idée d'aller chercher une solution précise, mais pour Gift and Given, c'est également jouer une carte et en récupérer deux derrière. On a également quelques boons, c'est que des boons à 2. On a Cyclonic Rift qui est un très grand classique en Duel Commander, également en multi, on voit la carte un petit peu partout dans ces formats-là. Un désavantage, c'est qu'elle va toucher uniquement le board adverse, et on le verra un petit peu plus tard avec les synergies du deck, c'est bien de pouvoir toucher ses permanents aussi, quand on veut les renvoyer en main. Sinon, on a League of an Eye et Into the Roil, qui sont exactement la même carte, qui peuvent bouncer un permanent non terrain pour 2 ou avec un kick pour 2 mana, piocher une carte. Et Bungang, qui est une carte absolument incroyable. Pour 2 bleus, renvoyer le permanent ciblé dans la main de son propriétaire, ça touche les landes, et donc ça permet de faire des plays tempo très très forts à partir du tour 2, en faisant un Bungang très agressif sur le terrain de l'adversaire. On a également Snap, qui est un boons qui est une table de land. Très très bon lorsqu'on va faire des tours de tempo. C'est à peu près tout pour les grandes lignes.
On va pas oublier les cantrips, donc Brainstorm, Probe, Ponder et Preordain. Ça permet de trouver toutes les cartes dont on a besoin, à un instant T ou essayer de filtrer ses draws pour un petit peu plus tard, trouver celles notamment en early. On va avoir également des cartes qu'on retrouve très souvent pour, gagner la partie en mono bleu, faire pas mal de value. Dedans, on va avoir Narset, Jace, Snapcaster. On peut également mettre True Name Nemesis. Donc c'est des cartes qui vont faire pas mal de value, et nous faire gagner en tant que mono bleu parce qu'on va pas forcément avoir les mêmes armes que les autres contrôles. On a également Search for Azcanta et Saphir Médaillon qui peuvent être des cartes qui vont pas forcément kill directement. Azcanta, ça va être un gros moteur à value. Et Saphir Médaillon, dans beaucoup de match-up, on fait tellement de tempo avec, on gagne tellement de mana que la partie se gagne assez facilement derrière. Tu viens de nous citer les classiques de mono bleu concernant les sorts. Est-ce que maintenant il y a des grandes cartes de mono bleu concernant les créatures? Dans les autres grandes cartes de mono bleu, on a également Sting the Eyes, Brazen Borrower, Hullbreacher, Spellseeker, Vendilion Click et Emrakul. Donc dans les créatures qu'on a, on peut également noter des cartes qu'on voit moins souvent. Elder Deep Fiend, qui a une capacité assez méconnue, Emerge, qui dit qu'on peut la jouer pour son coût d'émergence en payant le coût moins le coût converti de mana d'une créature qu'on sacrifierait en plus. Donc c'est assez synergique avec le général, puisque notre général va coûter 4 mana et que le coût d'émergence est à 7. On va payer juste 3 mana pour sacrifier notre Venser et jouer une 5-6 qui va engager 4 permanents on cast. L'avantage de ce genre de play, c'est que ça remet notre commandant dans la command zone, et donc on peut le réutiliser pour refaire son ETB. Et la dernière carte qu'on a, qui est une nouvelle carte de Kaldheim, qui est Alruinde, God of the Cosmos, qui se transforme en un magnifique pigeon AK contre tout ce qui va jouer des créatures. Donc dans les tests, il y avait notamment contre Winnie White. La carte est juste excellente. Parce que pour 2, jouer une 2-3, c'est beaucoup plus fort que tout ce qu'on pouvait avoir en mono bleu avant. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait avoir Baral qui est une 1-3 qui bloque très bien. Le problème, c'est que ça faisait presque que bloquer. C'est-à-dire que c'est un wall, sauf que AK, c'est une 2-3. Et ça veut dire que ça tue à peu près toutes les bêtes early qu'on peut croiser. Quand je joue contre Winnie White, Isamaru, c'est une 2-2, moi j'ai une 2-3. En l'occurrence, c'est un drop 2 qui va vraiment empêcher les attaques, qui va pas permettre des phases attaques contre un wall, donc j'ai juste 2 créatures qui passent et pas 3. Là, en l'occurrence, si tu attaques, tu vas perdre une créature. Et donc, dans ces match-up-là, on peut se permettre de swap. L'avantage de swap comme ça, c'est qu'on va avoir un bon bloqueur en early, et dès qu'on arrive à stabiliser, on fait une phase attaque, on fait un scry 2, et on rejoue Alrune sous sa première phase pour pouvoir faire de la value. Donc c'est une carte qui va faire tout ce que tu veux dans le match-up. C'est-à-dire qu'en early, ça te permet de bien bloquer, et en late, ça te permet de tuer. Et dans les match-up control, c'est un moteur à CA qui est assez plaisant. Oui, donc ton deck possède suffisamment d'armes pour s'en sortir contre les jeux adverses. Tu as parlé précédemment de synergie dans le deck. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Par synergie, qui sont en fait son cœur, c'est comme ça que le deck fonctionne. L'idée, c'est d'avoir 2 voire 3 cartes qui vont très bien fonctionner ensemble. Dans les choses les plus simples qu'on peut voir, il y a déjà tous les permanents non créatures qu'on va mettre en jeu. Donc là-dedans, on va retrouver JT et Sword of Fist and Famine, qui sont des permanents qui vont être utilisés avec le général pour finir l'adversaire, essayer de contrôler un petit peu. Donc c'est une synergie qu'on peut trouver un petit peu classique parce que on a un équipement, on le met sur une créature et ça bourre. Mais comme on est en mono bleu, c'est quelque chose qu'on a assez peu l'habitude de voir. C'est marrant que tu parles justement de l'épée de Festin et de Famine parce que c'est la seule épée que je vois dans ton deck. Est-ce qu'il y a une raison particulière à pourquoi tu joues cette épée-là justement? À l'origine, c'était parce que la méta était composée quasi exclusivement de permanents vert et noir pour les créatures. Donc quand il y avait encore Trazieux Stimna, tu avais ton épée et elle passait tout le board adverse. Il pouvait avoir 4 à 5 créatures, tu passais quand même le board. Et c'est une carte qui est très très synergique avec le deck parce que le deck rentabilise très bien le mana. C'est-à-dire que globalement, la première fois que je vais jouer ma Sword, je vais la payer pour 0. Donc pour 0, je t'ai mis 4, tu as défaussé. Et dès qu'on a un tour avec, ça veut dire qu'à chaque tour, on va gagner au moins 5 mana. Donc c'est une carte avec laquelle on peut assez facilement abuser, qui était très bonne contre une méta avec beaucoup de créatures. En fait, je me suis rendu compte que la carte était juste très bonne en général. Parce que même contre contrôle, j'arrivais à la curver de manière assez décente. On aura toujours des fenêtres pour pouvoir curver la sword et attaquer avec. Pour le JT, c'est dans la même idée, mais c'est un poil différent. C'est que déjà, c'est l'une des seules cartes qui nous permettent de gagner des points de vie, qui est très très appréciable contre burn et aggro, mais également de gérer le board. C'est-à-dire que
Dans les cartes de gestion, on a uniquement Psionic Blast. On n'a pas de vraie bonne gestion, alors que JT, mettre des -2/-2 à chaque tour, ça permet de vraiment bien contrôler la game, surtout que la carte se protège très bien. Et on a aussi le fait que le Venser est très très bien en command zone, parce qu'il met une grande pression sur l'adversaire. Et avoir un JT ou une Sword sur son Venser, bah, ça fait que l'adversaire est obligé de le gérer, donc de remettre le Venser en command zone, d'être à nouveau sous une certaine pression. On a également Parallax Tide, qui est une one card combo avec le général. Fading 5, donc ça veut dire que c'est un enchantement qui va arriver en jeu avec 5 marqueurs. Et à l'entretien, on va devoir retirer un marqueur. Et s'il n'y a plus de marqueur, on doit sacrifier la carte. Et cette carte a une capacité activée qui dit on peut enlever un de ces marqueurs pour exiler le terrain ciblé. Et la dernière capacité qui est que quand Parallax Tide va quitter le champ de bataille, tous les joueurs vont récupérer les terrains qui ont été exilés par la parallaxe. Les petites interactions qu'on peut voir, c'est déjà si on joue une parallaxe, qu'ensuite on exile des terrains, on peut la renvoyer en main et la rejouer pour, entre guillemets, reset le nombre de compteurs. Mais on a des synergies beaucoup plus fortes à faire avec. On commence par jouer la parallaxe tide, donc elle a ses marqueurs. Et ensuite, on va garder la priorité. En Magic, on a la priorité qui permet à l'adversaire de répondre, mais là, on va dire ok, c'est moi qui vais me répondre, je vais répondre aux effets que je vais faire. Et donc, on va exiler 4 à 5 landes en fonction du nombre de marqueurs qu'il va y avoir en face. Et en réponse à cette capacité-là, on va jouer un Bounce ou bien notre général qui vont avoir le même effet et remonter la Parallax Tide en main. Donc, ce qui fait qu'on va avoir une pile qui ressemble à 5 triggers pour exiler des terrains et un Venser ou un Bounce qui va vouloir remonter la Parallax Tide. La Parallax Tide va remonter dans notre main, ce qui fait que tous les terrains exilés vont revenir en jeu, mais les terrains sont pas encore exilés, donc il n'y en a aucun qui revienne. Et ensuite, on va exiler tous les terrains, ce qui fait que les terrains seront exilés de manière définitive, qui est très très souvent suffisant pour terminer une partie. On peut voir le même genre de synergie avec Tail's End, que j'ai cité comme contre tout à l'heure, mais qui a également une capacité similaire à Stifle. Donc on stifle la dernière capacité qui fait revenir les terrains pour que l'adversaire ne les récupère pas. Dans les autres cartes, on va avoir Allman of the Sea, qui est une vieille carte de Arabian Nights, qui permet de prendre le contrôle de créatures. On a également Vedalken Shackles, et Treachery. Donc ça fait partie des cartes qui vont pouvoir gérer un petit peu la table adverse. À noter que Treachery fait partie des cartes dans le deck qui permettent de dégager des terrains. Est-ce que tu peux nous parler aussi un petit peu de tes terrains? Parce que je pense que tu as aussi quelques synergies aussi dans le deck qui concernent les terrains. Dans les landes, on a forcément Mystic Sanctuary qui est un must-have. Et c'est pour ça également qu'on joue tous les fetch. Simplement, c'est une carte qui va permettre de remonter tous les outils qu'on va avoir en mono bleu. Mais qui est aussi une carte qu'on va aimer bouncer avec notre général. Donc on va jouer Venser et à la place de cibler quelque chose chez l'adversaire ou un sort, on va cibler notre propre Mystic Sanctuary pour pouvoir la rejouer et récupérer d'autres cartes là-dessus. Faut noter comme synergie cool qu'on peut faire avec Mystic Sanctuary, qu'on peut l'exiler sous Parallax Tide, refaire encore une fois cet effet. Dans les autres landes, on va avoir Rappel Laboratory qui remonte des sorciers, ça tombe bien, Venser est un sorcier. Et on a Guildless Command, qui est une carte assez partagée. Parce qu'elle est très dure à curver et qu'on peut pas tout le temps faire des plays incroyables avec. C'est un bounce land incolore. La meilleure interaction qu'on puisse faire, c'est remonter Mystic Sanctuary avec. Mais c'est aussi une carte qui va se rembourser. C'est-à-dire que je vais jouer un terrain de ma main et je vais récupérer un terrain dans ma main. Et en fait, dans Venser, on a vraiment envie de jouer des terrains tout le temps. Donc ça permet d'avoir de la value. C'est-à-dire que c'est un terrain qui va nous faire gagner un de CA. C'est le seul terrain du deck qui nous produit 2 mana. Donc ça veut dire qu'avec n'importe quel effet qui untap, donc comme Treachery, Snap, Frantic Search ou encore Time Spiral, bah on va générer du mana. Ce qui est toujours très plaisant dans un deck où on aime abuser de la tempo. Je vois le Guildeland justement, mais je ne vois aucun autre terrain qui pourrait produire 2 mana, tels que Cité des Traîtres, Veine de Cristal ou Temple de la Fausse Divinité. Est-ce qu'il y a une raison pour toi de ne pas les jouer? Parce que c'est une carte qui va rester sur la table. En fait, le problème de Cité des Traîtres et Crystal Vein, c'est que c'est des landes qui vont pas rester longtemps. Et ce que tu veux faire dans beaucoup de match-ups, c'est rester longtemps dans la partie. Donc, bah, si je fais ma cité de T3, ça veut dire que je peux carrer mon Venser, c'est bien. Mais T4, bah, je vais lander, je vais avoir plus que 3 landes sur le board et je fais pas grand-chose. Et c'est la même chose pour Crystal Vein. Quand tu veux l'utiliser pour faire 2 mana, bah, ça va pas très bien marcher. Et du coup, Temple of the False Gods, c'est une carte que je rentre pas parce que bah, faut 5 landes en early, c'est pas une vraie carte. Autre chose aussi, c'est que comme on joue Extraplanar Lens, on peut pas se permettre d'avoir autant de non basiques qu'on veut dans le deck. C'était l'un des problèmes que j'avais quand j'ai voulu rentrer Guildless et War Room, c'est que ça enlevait des basiques et je veux avoir des basiques pour faire fonctionner Lens. Actuellement, on peut voir que dans la liste, il y a 30 basiques. Je pense que passer en dessous, c'est
avoir un gros risque de faire des lanes qui sont moins bonnes. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'autres lands, parce que Guildless Command est le meilleur land dans cette idée-là. Les 2 derniers lands que j'ai pas encore cités sont Mirrored Landscape qui permet simplement de ramper, et Prismatic Vista, on pourrait dire pour filtrer les lands, même si l'expérience montrera que c'est des statistiques qui sont trop faibles pour être un réel argument, mais très appréciable sur Ascanta pour pouvoir la flipper plus vite, mais aussi sur tous les effets cantrip qu'on peut avoir, donc Ponder, Brainstorm. Ensuite, on peut voir une autre catégorie de cartes qu'il va y avoir dans le deck, qui sont les tuteurs. Merchant Scroll, Spellseeker, Intuition et Gift and Given. Merchant Scroll est une carte qui avant était très très forte parce qu'on avait High Tide comme cible. Aujourd'hui, ça va sûrement aller chercher une gestion à ce que peut faire l'adversaire, ou bien en fonction du match-up, une carte importante. Donc dans certains match-ups, ce sera Force of Will, dans d'autres, Cyclonic Rift. Et après, dans les cartes de gestion, on a notamment Psionic Blast, Snap. Et on peut également prendre Tail's End si on a une parallaxe en jeu. Ensuite, on a Spellseeker qui est sûrement l'une des meilleures cartes du deck parce que tous les sorts à 2 ou moins qu'on a vont être très très impactants. Que ce soit un contre, un bounce ou également dans les cartes qu'on n'a pas encore vues, Mana Vapor, ce qui permet d'empêcher à l'adversaire de dégager sa land. Pour Intuition et Gift and Given, c'est des cartes qui sont très dures à expliquer parce que ça va vraiment dépendre du setup. Et on n'est pas un deck qui peut réellement abuser de ces cartes-là. Donc le plus souvent, ça va être aller chercher 3 menaces. Exemple, je suis contre un deck aggro où je vais avoir un petit peu de temps pour pouvoir jouer mes cartes. Je vais peut-être prendre Gilded Drake, Omen of the Sea et Vedalken Shackles pour pouvoir bloquer le board et récupérer les créatures adverses. Mais si je suis contre un deck contrôle, je vais sûrement essayer d'aller prendre un JTMS, une Narset et sûrement un Halo Witcher pour éviter qu'il pioche des cartes ou moi de mon côté faire beaucoup de value. Pour Gift and Given, c'est la même idée à la différence qu'on va récupérer 2 cartes au lieu d'une et donc que ça ouvre beaucoup plus de possibilités. Les derniers slots que j'ai pas encore expliqués dans la liste sont justement Mana Vapors et Exhaustion. C'est 2 petits sorts qui sont assez similaires à un extra turn, c'est-à-dire que dans les 2 cas, l'adversaire va pas dégager ses terrains. Avec Exhaustion, pour un mana de plus, on va également empêcher ces créatures de se dégager. Donc c'est des cartes qui permettent de conserver la tempo qu'on aurait eu durant un tour, et qui permettent aussi de curver pas mal de cartes. Sur un tour 5, c'est toujours cool de pouvoir faire une clique ou une TNN accompagnée d'une Mana Vapors. Et ensuite, on va avoir 2 cartes qui sont assez discutées, mais qui pour ma part ont toujours été excellentes. Windfall et Time Spiral. Donc c'est ce qu'on appelle des Wheel Effects, soit des cartes qui vont faire comme Wheel of Fortune, soit tous les joueurs vont se défausser de leur main et piocher cette carte. En l'occurrence, il va y avoir quelques petites nuances, puisque Windfall, ça va être le nombre de cartes maximum qui a été défaussé. Et Time Spiral, on va pas défausser, mais on va juste mélanger main, cimetière et bibliothèque ensemble, repiocher cette carte et dégager 6 terrains. C'est des cartes qu'on curve très souvent après des tempo turns assez solides. Donc, quand il y aura sûrement beaucoup de boons joués ou ce genre de choses, pour pouvoir équilibrer la value et gérer des permanents de manière définitive. Je vois dans ta liste que tu joues Will Kenrith. T'en as pas parlé avant. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi la carte est dans le deck alors que visiblement elle rentre ni dans les top cards ni dans la synergie du pack? C'est une autre liste que tu pourras sûrement mettre en lien. Et en fait, dans cette version-là, on faisait beaucoup de tempo avec tous ces sorts à flashback. Mais il y a certains moments où ça marchait pas très bien, où on avait un petit peu du mal à finir la game. Et sachant qu'à l'époque, on jouait aussi Ugin qui permettait de brasser la table, d'être un bon finisher. Will Kenrith, c'est une carte qui est entre les deux, c'est-à-dire que ça finit pas aussi bien la partie qu'un Ugin, sauf que ça arrive plus tôt, que ça freeze très bien le board pour 1 ou 2 tours, et que ça t'apporte ta value un petit peu après. Après, c'est une carte qui reste un petit peu fragile, qui est extrêmement sensible à counterspell, et qui, sur certains boards, va être juste bien, mais pas excellent. Dès qu'il va y avoir plus de 3 créatures, on va jouer la carte, on va être en mode «Ah, c'est bien, j'ai un peu bloqué le board», mais ce serait pas tout le temps assez. Donc pour le moment, dans les tests que j'ai faits, ça allait. C'est une carte qui peut sortir par moment. Et l'idée, c'était vraiment d'avoir un finisher qui est de rôle, soit la value et le contrôle du board. Et du coup, par rapport aux cartes à flashback, comme c'est une carte à value, ça «remplace» entre guillemets les flashbacks qu'on avait. C'est-à-dire qu'avant, on jouait ça pour avoir pas mal de value, maintenant on va jouer un Wilken Race. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des match-ups du deck, justement? Comment est-ce qu'il se comporte avec la méta aujourd'hui? À l'heure où on fait cette vidéo, il y a Ezior et Jeska qui sont partis.
Et donc la méta, les top tiers, ça va être Rogark Tevesh, euh, Rogark Keles. Et ensuite, on va avoir des classiques qu'on connaît déjà dans le format. Donc Winota, Aminatu notamment. On voit aussi du Nijimiseret, un petit peu de Léovold. On a une méta qui est assez variée lorsqu'on regarde autre chose que du tier 1. Quand on va jouer Venser, il faut essayer d'identifier ce qui est joué par l'adversaire. Donc je vais commencer par le top tier et ensuite je parlerai un petit peu de ces decks, de ces rock decks. Pour le top tier, Rogar Keles, c'est un mauvais match-up parce que le deck va très très vite. Et les différents plans de jeu que vous allez avoir, c'est de jouer Allman of the Sea, Dalken Shackles, Treachery, d'essayer de faire beaucoup de tempo pour pas mourir dans les premiers tours. Essayer de trouver un counterspell pour qu'elle laisse le plus vite possible. Essayer d'avoir de l'interaction. Le problème, c'est que le pack tue régulièrement tour 3, tour 4. C'est un tour trop tôt pour Venser. Regarde Tevesh, c'est un deck contrôle, mais qui peut être extrêmement explosif grâce au petit Kobold 0-1. C'est censé être un bon match-up, sauf qu'il va y avoir quelques différences. Le splash rouge est très embêtant pour plein de petits spells qui vont pouvoir être joués. On n'aime pas beaucoup Kolaghan's Command, parce que ça gère nos artefacts qui pouvaient pas être gérés en mono noir. Faut faire attention à contamination aussi. Faut simplement jouer une game contre un contrôle, essayer de le prendre de vitesse, faire plus de value que lui, et empêcher le TVH de toucher la table. Ou au moins de toucher la table trop longtemps. Contre Aminatu, c'est un plan de jeu similaire, à la différence que le deck est pas explosif. Faut juste pas le laisser s'installer. Donc on va utiliser toutes les armes de tempo et de contrôle. Pour tous les autres decks un peu plus larges, on va avoir globalement combo qui peut être représenté par Proche ou Kinan. On peut également voir de temps en temps du Krark-Silas, mais le deck est pas énormément représenté. Contre ces decks-là, en fonction de ce que ça va être, en l'occurrence pour Proche, ça va être ramp combo. Ça va être essayer de mettre le Venser sur des gros spells, ou bien, en fonction de la main qu'on va avoir, out tempo complètement l'adversaire. Et contre Kinan, c'est juste contrôler la partie, essayer de gérer les pièces de combo. Contre aggro, en général, le plan de jeu va être contre tout ce qui est la gestion de permanent. Il faut faire très attention à tout ce qui se rapproche de Swarm. Donc on avait notamment Kelsienne ou Queen Marchesa, qui s'apparente presque à du Swarm. Et le problème, c'est que Swarm, c'est un archétype qu'on n'aime pas du tout en jouant tempo control, parce que on n'a pas de Vras et on peut pas se permettre de gérer chaque petite menace avec une carte. Donc on se fait très souvent dépasser. Faut essayer de limiter la casse au maximum et de bullshit la partie avec une pioche à 7 dans des sorts très impactants ou bien avec des Elder Deepfiend, qui est sûrement l'une des meilleures cartes du deck. Contre tout ce qui va être contrôle, c'est globalement des bons match-up parce qu'on va être beaucoup plus tempo. Ça va être Search for quand t'as un Nullbreacher bien placé. Elder Deepfiend pour pouvoir faire presque un extra turn. Et ensuite essayer de mettre une menace et de tuer avec. Donc ça peut être TNN, Click ou même Brazen Borrower. Contre aggro, on a Vedalken Shackles, Treachery, Allman of the Sea. On peut également mettre JT là-dedans ou Saphir Médaillon. C'est-à-dire que quand on va voir ces cartes-là sur table, on va généralement gagner la partie. Un sujet qu'on n'a pas vraiment abordé sur ton deck pour l'instant, mais je pense que c'est important de le préciser, c'est la place du mulligan dans le deck. Est-ce que tu peux nous parler justement de quelle est la bonne main à garder quand on joue Venser? Donc pour le mulligan, on va tout le temps essayer d'avoir au moins 3 lands. 4, c'est très appréciable parce que on est sûr de pouvoir jouer le GG. D'avoir un petit peu d'interaction en early, donc boons, contre, et un peu de cantrip. Et si possible, avoir une carte sur laquelle on peut jouer ou en tout cas constituer un plan de jeu. Donc si j'ai par exemple une Sing in the Ice en main, l'idée ce sera de la poser tôt et de jouer les cantrips après pour pouvoir la faire flip et gagner sur la carte. Si j'ai un Jade the Mind Sculptor, ça va être essayer de le protéger, etc. Donc simplement pouvoir abuser des permanents qu'on va avoir. Comme c'est ton deck de cœur, tu l'as peaufiné très longtemps, tu as pu avoir beaucoup de cartes au fil des années que tu avais envie de mettre dans ce deck. Quand on voit le prix de certaines cartes qui sont parfois vertigineux, est-ce que tu aurais une solution un peu budget à apporter à ce deck sans trop justement modifier son intérêt et sa puissance? Comme c'est une liste qui évolue assez souvent, on a par exemple Wilkenritz qui pour le moment est bon mais pas incroyable non plus, qui est en test. Donc il y a pas mal de slots qui peuvent changer. L'avantage de jouer mono bleu comme ça, c'est que vous pouvez échanger pas mal de cartes. Pour Gilded Drake, Omen of the Sea, Time Spiral, Intuition notamment, peut-être Treachery aussi. Vous avez pas mal d'alternatives. Je vais citer quelques petites cartes là, mais en fait dès que vous avez une carte qui est à peu près jouable, qui a l'air pas trop nulle dans certains match-ups, vous pouvez la rentrer, essayer de voir un petit peu ce que ça donne, sans forcément s'intéresser à l'aspect extrêmement compétitif du deck. Du coup, dans des permanents qu'on pourrait avoir, on va avoir Baral, Baby Jace ou Ugin. Pour Baral et Baby Jace, c'est des plays early qui vont impacter la game de manière assez significative.
Le problème de ces 2 cartes-là, c'est qu'elles vont prendre des anti-bêtes et la liste préfère prendre des anti-bêtes plus tard dans la partie qu'en early parce qu'on va souvent dépenser 2 mana pour prendre anti-bet à 1 mana, qui nous va nous désavantager. Ugin qui est simplement un finisher. Et ensuite on va avoir plein de petits sorts. Le premier c'est une carte que j'ai beaucoup joué avant. Aujourd'hui je la joue moins parce que la méta est devenue trop rapide. C'est Ancestral Vision. Donc c'est une recall mais qui arrive avec 4 tours de retard. La carte est tout à fait jouable parce que le deck est capable de temporiser 4 tours. On est en deck tempo, avec un aspect contrôle assez prononcé, mais on reste en deck tempo. Donc c'est tout à fait possible de le résoudre même quand on la pioche en mid-game. Ensuite, vous pouvez rajouter quelques contres. Donc j'en ai pas parlé, mais si vous n'avez pas le budget pour les forces, vous pouvez essayer de rajouter des contres un peu plus cheap, notamment Spell Pierce. Et donc par exemple, si vous n'avez pas Intuition qui peut aller chercher des solutions, vous pouvez essayer de la piocher. Donc c'est pour ça qu'on a Thassa's Intervention et Pull from Tomorrow. C'est 2 cartes qui font de la value, l'une a un aspect counterspell qui est assez sympathique. Et ensuite, on a une dernière carte qui est assez méconnue, qui avait été assez OK lors de mes tests, qui est Reset. C'est très particulier à jouer, c'est-à-dire que la carte fait du CDA, mais génère du mana uniquement durant le tour de l'adversaire. Donc si vous voulez rentrer cette carte-là, essayez de la rentrer avec Thassa's Intervention et Pull from Tomorrow pour pouvoir abuser de ces 2 cartes-là. 2 mana ne peut être joué qu'après l'entretien durant le tour d'un adversaire. Et ça dit dégager tous les terrains que vous contrôlez. Un gros avantage de la carte, c'est de permettre des Venser tour 3, là où l'adversaire s'y attendrait absolument pas. Parce que tour 3, on va avoir 3 mana, on va payer que 2 pour le reset, donc on va générer 1 mana grâce à la carte. Ça a l'air d'être un sacré pack en fait ce que tu proposes. Comment tu le situerais maintenant aujourd'hui dans la méta du Duel Commander? Bah, si on remonte au moment où Gift and Given a été unban, ainsi que Baby Jace, et en fait, il y a les turns qui ont été ban avec High Tide. La liste était assez affaiblie, mais comme toute la méta était moins forte qu'avant, ça restait quand même un très bon deck. Je sais pas si je peux vraiment dire que c'était du tier 1, mais en tout cas, ça se rapprocherait très fortement. Dès qu'on sait bien piloter le deck, on peut très souvent performer lors de tournois. Aujourd'hui, avec Roller KLS, je pense que c'est du tier 1-5, parce que ça s'en sort très bien contre tout le reste de la méta. Mais si on se projette dans une hypothèse où le Kobold est ban, ce qui est attendu par beaucoup de personnes, je pense que Venser pourra revenir dans du tier 1. Tous les moments où j'ai voulu faire beaucoup de tests avec le deck m'a toujours paru très très bon. Donc ça me semble pas déconnant de le classer aussi haut que ça. Faut voir déjà que Venser c'est un deck plus tempo que contrôle. Du coup c'est contrôle mais d'une manière un peu différente. Surtout qu'on va pas gagner la partie ou contrôler de la même manière que contrôle. Mais pour parler de contrôle plus généralement, qui aujourd'hui est représenté par Aminatou et Roark Tevesh. C'est des decks qui sont très très bons parce que ça a des outils aussi unfair que les outils d'aggro, qui sont des decks qui peuvent mettre un board extrêmement violent très très tôt dans la partie. Là où Roark Tevesh et Aminatou font la même chose, mais de l'autre côté. Tu peux te manger un Tevesh tour 1, tour 2. Ça arrive même assez souvent. Et pour Aminatou, bah, tu vas avoir énormément de permanents qui vont pouvoir faire de la sustain. Tu vas avoir des Vras, tu vas avoir pas mal de Planeswalker complexes à gérer, et même quand l'adversaire va jouer son Aminatou, bah, tu vas être obligé d'aller là-dessus. Donc c'est des decks qui font des choses unfair, au même titre que les agros font des choses unfair, mais les contrôles sont pas encore assez stables pour annihiler les agros. En tout cas, lorsqu'on regarde le top tier. Je pense que contrôle aura toujours une place dans la méta, mais simplement aujourd'hui, tout le monde fait des trucs très unfair, et contrôle c'est le deck le plus fair dans la méta, qui le désavantage forcément. Eh bien, merci pour ces explications, H. Bah, c'est moi qui te remercie de me donner un espace pour m'exprimer. Tu as très bien montré les aspects du deck et également la partie budget qui permettra à ceux qui sont intéressés par le deck d'avoir la possibilité de le monter facilement. Donc ça c'est super cool, merci à toi d'avoir proposé cette solution. Et où peut-on te trouver si certains souhaiteraient te poser des questions à propos du deck? Bah, pour toutes les personnes qui veulent parler un peu plus du deck, je suis assez actif sur le Magic Bicket. Donc c'est là-dessus que vous pouvez me retrouver. Mais j'essaierai de regarder dans les commentaires de la vidéo pour répondre un petit peu à ce qui se dira, aux différentes questions auxquelles j'ai pas pu répondre. Surtout qu'on mettra le lien de Magic Bicket en description aussi, en plus de ceux des deux decklists dont tu as parlé. Et ça permettra du coup aux gens, s'ils ont des questions, de venir te parler directement ou effectivement en description de la vidéo s'ils ont d'autres questions.
Voilà, bah, j'espère qu'en tout cas cette deck tech vous a plu. Et si vous souhaitez voir bah, du coup des deck tech en particulier, ben, n'hésitez pas aussi à le préciser. Voilà, ça va être une espèce de série qu'on va essayer de maintenir pour avoir bah, du coup tout un panel de généraux pour ceux qui souhaitent se mettre au duel commander ou qui souhaitent justement sont un petit peu lassés de leur deck et souhaitent bah, du coup changer pour un général qui leur permettrait de s'amuser encore plus du coup. Et bah c'est tout pour cette vidéo. Je rappelle que si vous aimez la chaîne, eh ben, n'hésitez pas à la suivre, que ce soit sur Facebook ou Twitter. Vous avez également le Discord qui est disponible si vous avez des questions pour les judges. Si vous souhaitez participer aussi à nos lives, que ce soit le mardi soir en Commander multijoueur ou le jeudi soir en Duel Commander. Nous avons également des tournois qui se lancent chaque mois. Donc voilà, si vous voulez venir participer, ben, n'hésitez pas à venir pour du Duel Commander. Voilà. Vous pouvez également vous abonner sur la chaîne YouTube et la chaîne Twitch également pour ne rater aucun live replay ou nos vidéos du mercredi soir. Et sur ce, eh ben, je te remercie encore H d'être venu pour nous présenter ta deck tech. Merci à toi et puis portez-vous bien. À très bientôt chez les Chroniques du Commandeur. Bye bye.